Bonjour à tous, on attend encore quelques petites minutes que les derniers puissent se connecter. Et il est 11h01, on peut commencer. Donc merci de nous rejoindre sur ce webinar sur les bonnes pratiques pour éviter une cyberattaque. Peut-être pour nous présenter très rapidement et succinctement, parce que c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Je vais commencer. Moi, je suis Mike Picot, je suis responsable de la souscription sur les sociétés qui font entre 50 et 250 millions de chiffres d'affaires en moyenne. Et donc, souscripteurs sont tout le travail de venir quantifier combien coûterait une cyberattaque pour un assuré, que ce soit sur sa partie dommage, que ce soit sur la partie responsabilité civile. Et donc, je suis accompagné d'Ayoub ce matin. Merci Emeric et bonjour à tous. Donc Ayoub Mela, je fais partie des équipes de réponse à incidents de Stoic. Pour faire simple, dès lors qu'un de nos assurés a un incident cyber, on intervient et on l'assiste tout au long du sinistre pour le régler et le faire repartir le plus vite possible. Pour vous présenter l'agenda rapidement, l'idée, ça va être de passer très peu de temps sur qui nous sommes Stoic. Je pense que d'ailleurs, la plupart d'entre vous nous connaissent déjà plutôt bien, mais de rentrer assez vite dans le vif du sujet, et notamment quelles sont les bonnes pratiques pour éviter une cyberattaque, avant de finir sur les nouveautés pour vous courtier dans votre espace courtier. Évidemment, à la fin, on vous laissera un espace pour pouvoir récupérer toutes vos questions, histoire de ne vous pas vous laisser repartir avec. Pour reposer rapidement le contexte de qui nous sommes Stoic, aujourd'hui, on est un produit d'assurance cyber, spécialisé en assurance cyber, monoproduit. On ne fait que ça. Et on aime à dire d'ailleurs, depuis le début, qu'on était une société de cybersécurité qui est allée sur le terrain de l'assurance et non l'inverse, ce qui se traduit aujourd'hui par une technicité en interne et par le fait que plus de la moitié de mes collègues aujourd'hui, dont Ayoub fait partie, n'ont pas la casquette de l'assurance comme je l'ai, mais plutôt technique avec des développeurs, tous métiers confondus du développement et surtout des ingénieurs en cybersécurité qui vont être clés notamment pour aider nos assurés sur la gestion des sinistres. Aujourd'hui, Stoic, on travaille avec des porteurs de risques de premier plan, c'est-à-dire qu'on va travailler en fronteur avec notamment Tokyo Marine et Axeria. Or, pour reposer rapidement, Axeria étant un assureur français notamment très connu B2B dans le bassin lyonnais, et Tokyo Marine étant un assureur plutôt international, la fusion d'un assureur japonais, Tokyo Marine, avec un assureur américain, HCC, donnant un énorme conglomérat aujourd'hui, sixième plus gros assureur sur Terre, et qui a la particularité d'être expert aussi en assurance cyber, mais de ne pas du tout cibler les mêmes assurés que nous, ce qui en fait un excellent partenaire. Et derrière, on va avoir second rideau que vous connaissez tous, les réassureurs. On peut citer par exemple Swiss Re ou Munich Re, pour ne citer que les plus gros. Et donc aujourd'hui, on a près une 65aine de collaborateurs, je pense même plutôt un peu plus de 70 maintenant, avec un plus de 55 millions de levées. Avec ce qui est intéressant, c'est d'avoir vu rentrer au capital, non pas seulement des fonds d'investissement, mais surtout de nombreux acteurs institutionnels. Je pense à BNP Paribas, je pense à Tokyo Marine et je pense à Munich Re via leur branche d'investissement. Et donc la philosophie de Stoic, vous la connaissez, mais pour la rappeler rapidement, c'est de ne pas attendre qu'un sinistre ait lieu pour venir indemniser, mais de venir en amont le plus possible pour venir réduire à la fois la fréquence et l'intensité des sinistres, raison pour laquelle on a développé une plateforme accessible pour vous courtiers, mais aussi pour l'ensemble de vos clients assurés, leur permettant d'avoir tout un tas d'outils, de la simulation de phishing, au scan externe, à des outils d'audit interne et de formation, pour venir réduire et diviser par deux la fréquence aujourd'hui de cyberattaques, et puis d'avoir internalisé au milieu de tout ça notre équipe de réponse à incidents. Aujourd'hui, on est les seuls à avoir notre propre équipe en interne, dont Ayoub fait partie, pour venir aider nos assurés. L'idée étant, finalement, la philosophie étant de créer un cercle vertueux où on vient aligner les intérêts de tout le monde. C'est-à-dire qu'à la fin, celui qui paye, c'est l'assureur, donc il a tout intérêt à venir déployer des ressources pour réduire le risque, ce qui va être bénéfique à la fois pour l'assuré et puis à la fois pour le courtier, qui va du coup avoir beaucoup moins de gestion, va avoir des assurés aussi davantage contents de la manière dont on va traiter le sinistre.
rentrons dans le vif du sujet et quelles sont les bonnes pratiques. Alors, on l'a divisé en trois chapitres. D'abord, les portes d'entrée. Ensuite, une fois qu'on est à l'intérieur du système informatique, comment sécuriser l'interne. Et puis, on parle d'assurance, on parle donc de risque. Il est donc clé de pouvoir à chaque fois prévoir le pire. Si on parle des portes d'entrée, comment empêcher finalement une intrusion si je suis assuré sur mon système d'information? On va pouvoir mettre en place plusieurs éléments. Le premier, qu'on aurait aimé avoir sur l'intégralité de notre portefeuille pour réduire la sinistralité, quelque chose qui a énormément d'impact, c'est de mettre en place une authentification à plusieurs facteurs sur les accès à distance et sur les accès à la boîte mail. Qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez tous au travers notamment de votre banque, par exemple. C'est quand vous vous connectez, d'avoir un second code à renseigner en plus de votre classique identifiant mot de passe. Un second code que vous pouvez recevoir par SMS, que vous pouvez recevoir via une application, Google Authenticator. On a la même chose chez Microsoft. On a aussi des technologies directement dans les postes de travail avec tout ce qui va être certificat. L'idée étant que si le cyberattaquant réussit à obtenir les identifiants de connexion, qu'il soit bloqué au moment de la connexion, quand il se fait passer pour un collaborateur, parce qu'il n'a pas accès à ce deuxième mécanisme d'authentification, ce qui vient donc empêcher, dans le meilleur des cas, ou rendre en tout cas beaucoup plus difficile, l'intrusion dans le système d'information. Un autre élément important, c'est de mettre à jour régulièrement l'ensemble des ressources qui sont exposées sur Internet. Vous le savez, il y a deux manières de rentrer sur un système informatique. On peut soit exploiter une vulnérabilité technique, soit utiliser une campagne de phishing pour manipuler un collaborateur, prendre ses identifiants et rentrer. Si on parle des vulnérabilités techniques, dans la grande majorité des cas, la vulnérabilité, elle est mise à jour. On parle aussi de patching par l'éditeur, ce qui fait que si la société assurée effectue la mise à jour, elle vient refermer au fil de l'eau. C'est un processus permanent et continu. Ces portes d'entrée qui s'ouvrent, qui se referment via les mises à jour. La difficulté, c'est de venir auditer, faire ce travail de veille pour savoir en permanence quelles sont les vulnérabilités à corriger. C'est tout l'intérêt du scan externe qu'on propose chez Stoic. Et donc, c'est un élément clé parce que ce sont dans ces éléments et ces ressources qui sont avec le temps obsolètes que demeurent des vulnérabilités que les attaquants exploitent et qui vont leur permettre de rentrer plus ou moins en profondeur dans le système d'information. Donc, on parle du scan externe, on peut parler aussi d'audits plus poussés. Il y a des cabinets de conseil qui sont spécialisés dans ce métier. C'est un des éléments les plus importants. Et puis, bien sûr, on peut parler des mots de passe. Alors, les mots de passe, c'est une longue histoire. On peut demander à les changer tous les mois, tous les 3 mois, tous les semestres. On les a de toute taille. L'idée aujourd'hui des mots de passe, c'est que c'est finalement une des premières sécurités pour protéger son système informatique. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus, non pas obsolète, mais si on n'améliore pas la qualité de ces mots de passe, les capacités des attaquants étant de plus en plus performantes, ça va leur permettre de forcer le mot de passe si jamais celui-ci est trop faible. Si je donne un exemple, par exemple, si votre mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut simplement quelques secondes pour un attaquant pour venir tester informatiquement toutes les combinaisons de mots de passe possibles, en commençant par les plus connus, pour venir découvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, l'adresse mail étant souvent connue de tous et le mot de passe étant faible, pour un attaquant, c'est extrêmement simple de venir rentrer dans le système d'information. Donc, tous les mots de passe tels que mot de passe, soleil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY et autres, je vous les déconseille absolument. Je vous encourage à expliquer aussi à vos clients, à vos assurés ou même pour vous-même de mettre en place des mots de passe qui sont au minimum, et Ayoub, tu me corriges si je me trompe, mais 11, 12 caractères différents, mettez des majuscules, mettez des chiffres, mettez des symboles. L'idée, c'est de rendre le plus robuste possible, le plus difficile possible pour une machine à venir trouver en testant toutes les combinaisons possibles. Et je te laisse la main, Ayoub, pour la suite. Merci à toi, Aymeric. Comme tu l'as déjà présenté dans un premier temps, si on n'arrive pas donc à verrouiller ces différentes portes d'entrée, donc il y aura forcément derrière potentielle compromission du système d'information. Et c'est là en fait où ce chapitre arrive, donc sécuriser l'interne. C'est comment empêcher une compromission totale de système d'information après avoir eu une intrusion. Donc typiquement, si un de nos collaborateurs a divulgué un mot de passe de VPN ou son code VPN ou quoi que ce soit, l'attaquant, il arrive sur le système d'information qui est le vôtre et par la suite, il va essayer de le compromettre totalement.
Donc l'objectif de ce chapitre, c'est de vous montrer quels sont les moyens qui permettent d'éviter vraiment une compromission totale du système d'information. Dans un premier temps, on a la mise en place d'un EDR managé sur l'ensemble des postes et serveurs de l'entreprise. Pour faire simple, un EDR, c'est un antivirus boosté, donc c'est un antivirus de prochaine génération, et typiquement, c'est une solution de cybersécurité qui permet de détecter, surveiller et de répondre aux menaces en temps réel et de manière automatique, ce qui permettra en fait de les prévenir. Typiquement, la différence réelle entre un antivirus et un EDR, c'est qu'un antivirus, lui, va par exemple mettre en quarantaine un fichier dès qu'il va le détecter et qui va sembler être malveillant, alors qu'un antivirus, au lieu d'attendre qu'un fichier soit sur l'ordinateur, il va analyser le comportement de l'ensemble des programmes qui sont en train d'être exécutés, de tourner sur votre ordinateur. Et en fait, dès qu'il va remarquer un comportement malveillant, il va le bloquer directement, à l'instar d'un antivirus qui, lui, n'a pas cette portée-là. La partie manager, ça permet vraiment d'avoir une équipe derrière l'EDR, donc derrière les alertes qui vont être remontées par cet outil-là et qui vont permettre de réagir face à ces détections. Typiquement, prendre des actions, des initiatives pour bloquer un programme, bloquer des exécutions ou autres. Et derrière, on peut par exemple isoler la machine, donc l'isoler du réseau pour empêcher une propagation d'un virus à l'intérieur ou autre. Donc c'est là vraiment, on a la partie manager, c'est avoir une équipe en 24/7 sur la gestion des alertes et autres. Par exemple, chez Stoic, on propose l'EDR CrowdStrike, donc en tant que service manager. C'est celui que nous, on propose et que l'on utilise au quotidien. Et derrière, il y a un panel de solutions. On peut citer comme SentinelOne, Cortex ou d'autres. Donc, il y a vraiment un panel. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en termes de benchmark, donc on va dire le meilleur EDR, en tout cas sur la place, CrowdStrike est l'une des meilleures solutions en ce moment. Comme je l'ai déjà dit, CrowdStrike, les EDR permettent de réaliser de la détection ou de l'investigation. Sur la partie investigation, l'ensemble des données qui seront remontées par les EDR nous permettent vraiment d'aller beaucoup plus vite sur la partie investigation. Donc, déterminer quel a été le facteur de compromission. Est-ce que ça a été une pièce jointe qui a été téléchargée sur un mail malveillant? Est-ce que ça a été un logiciel qui a été directement téléchargé sur Internet ou quoi que ce soit? L'avantage d'un EDR, c'est qu'on a toute une remontée de télémétrie qui nous permet d'avoir vraiment la visibilité sur ce qui s'est passé, ce qu'a réalisé typiquement l'utilisateur ou même ce qu'a fait le programme sur l'ordinateur en lui-même. Et en dernier, on a la partie remédiation et j'en ai déjà un peu parlé. La partie remédiation, c'est là où l'EDR nous permet vraiment d'avoir des actions sur l'ordinateur à distance ou des actions automatisées. Typiquement, on peut isoler la machine, mettre en quarantaine certains programmes, carrément supprimer certains programmes, annuler l'exécution de certains, etc. Donc, c'est là où l'EDR est beaucoup plus fort qu'un antivirus, c'est qu'on a un panel de fonctionnalités qui nous permettent d'agir directement sur une machine et carrément d'arrêter une intrusion ou une compromission totale d'un système d'information grâce aux capacités qu'il propose. En deuxième lieu, on a la sécurité périodique. Pour faire simple, l'Active Directory, c'est vraiment le composant le plus critique de tout système d'information. C'est le pilier central de votre système informatique, de nos assurés, de toute entreprise actuellement dans le monde. L'Active Directory, lui, permet réellement de faire la gestion de tout un parc informatique. Donc, il faut le sécuriser et il faut l'auditer régulièrement. Ce qu'on voit généralement dès lors qu'il y a une attaque, le pirate informatique ne va pas aller cibler un ordinateur d'un collaborateur ou quoi que ce soit. Lui, son but principal, ce sera vraiment de trouver où est l'Active Directory et de le compromettre. Parce que dès lors qu'il aura compromis l'Active Directory, l'ensemble du système d'information pourra tomber. Donc, c'est vraiment le Graal dès lors qu'on rentre dans un système d'information pour un attaquant. Pour le sécuriser, donc on a plusieurs manières de le faire. Dans un premier temps, on a la partie tiers d'administration. Ce que ça veut dire, c'est vraiment réaliser une séparation hiérarchique des niveaux de privilèges et d'accès dans
dans le système informatique pour renforcer la sécurité des opérations et aussi limiter les risques d'abus ou de compromission. Typiquement, pour faire un tiers, c'est comme un château. En fait, on aura plusieurs zones. Donc, on a des zones, c'est les utilisateurs lambda, typiquement vos collaborateurs. Ensuite, vous avez les administrateurs réseau ou des personnes qui ont besoin de plus de privilèges. Et au final, vous avez l'administrateur global qui, lui, a tous les droits sur l'Active Directory. En deuxième lieu, on a la partie compte privilège et c'est là où il faut être assez vigilant. Donc, il faut réduire au maximum le nombre de comptes privilégiés. Dès lors, en fait, qu'on a plusieurs comptes privilégiés, la compromission peut arriver de l'un de ces comptes-là, parce que déjà, il y en a qui est beaucoup plus élargi. On peut facilement trouver un compte avec un mot de passe faible ou un compte avec un mot de passe qui traîne sur un ordinateur, sur un système de fichiers partagés ou autre. Et par la suite, on va le compromettre, ce qui nous permettra d'élever nos droits au sein du système d'information et de compromettre l'Active Directory. Et par la suite, comme je viens de le répéter, si on trouve un compte avec un mot de passe faible, et c'est là où Aymeric en parlait juste avant, en fait, dès lors qu'on a des mots de passe faibles, un attaquant pourra facilement trouver la combinaison, en tout cas le mot de passe, pour accéder au compte privilégié. Donc c'est là où, par exemple, pour vous donner un exemple de recommandations qui sont données par l'ANSSI, un mot de passe doit avoir au minimum 12 caractères, au minimum une majuscule, au minimum un chiffre et au minimum un caractère spécial, que ce soit des arrobas, des tirets ou autres. Donc vraiment, ça doit être un mélange de l'ensemble de ces conditions-là pour avoir un mot de passe robuste. Sur Internet, vous pourrez trouver par exemple des tableaux qui vous donnent une idée de combien de temps un attaquant devra passer pour casser un mot de passe, donc découvrir la combinaison. En fait, on voit que dès lors qu'on n'utilise que des chiffres ou que des lettres, on peut prendre quelques secondes pour casser un mot de passe, donc le trouver et puis compromettre par exemple un compte privilégié. Ensuite, on a la partie PKI. PKI, c'est un système de gestion de clés cryptographiques et de certificats numériques qui permettent en fait juste de sécuriser les communications et l'authentification des utilisateurs ou des appareils. Et typiquement, en fait, cette infrastructure permet de simplifier la gestion des appareils et des utilisateurs parce qu'on va passer par un système de certificats, donc de clés, qui, elles, à l'instar d'un mot de passe, ne peuvent pas être cassés facilement et ne peuvent pas être trouvés simplement. Donc c'est là où ce type de système de gestion est meilleur que, par exemple, des mots de passe. Et en dernier, on a la partie protocole Windows. On a de l'obsolescence dans les protocoles qui sont utilisés, donc dans les protocoles de communication qui peuvent être présents au sein d'une entreprise. Et en fait, on a des protocoles qui sont vulnérables à des vulnérabilités, à des codes malveillants qui sont simplement trouvables sur Internet, qui peuvent être réutilisés par des attaquants pour soit compromettre les communications, soit réaliser directement des actions malveillantes pour élever ces privilèges au sein d'un système d'information et au sein de l'Active Directory. Pour aussi auditer périodiquement l'Active Directory, on a des outils au sein de Stoic qui permettent de le faire. Donc, c'est le fameux scan d'Active Directory. C'est un scan interne qui est, lui, basé sur une technologie qui s'appelle Pink Castle, qui est l'état de l'art, qui est recommandé par pas mal de cabinets de conseil, par pas mal d'organisations publiques. L'ANSSI le recommande et l'utilise aussi. C'est un outil qui, lui, vous permettra d'avoir une idée sur le niveau de sécurité de cet actif-là, qui est l'Active Directory. Derrière, vous aurez tout un détail dans le rapport qui vous donne une idée déjà sur la maturité de votre actif. Est-ce qu'il est correctement sécurisé ou pas? Ça vous donnera aussi une idée des chemins de compromission, donc les chemins que pourra emprunter un attaquant pour compromettre l'Active Directory. Et derrière, vous aurez bien sûr l'ensemble des remédiations à réaliser afin d'augmenter le niveau de sécurité de cet Active Directory. Et comme dit, donc, au sein de Stoic et pour nos assurés, donc, on a cet outil qui est disponible à travers Stoic Protect. Donc, c'est quelque chose qui peut être réalisé en illimité. Vous pouvez le lancer quand vous le souhaitez. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé sans limite. L'avantage aussi, c'est que avec
le scan d'Active Directory de Stoic Protect, on n'a pas juste pris la solution Ping Castle, mais en fait, on l'a packagé avec d'autres solutions pour améliorer donc les résultats et même le rapport qui vous est fourni et qui vous donne une meilleure idée sur le niveau de sécurité de l'Active Directory. Et en dernier, on a la partie suppression des droits d'administrateur local. Pour faire simple, en fait, dès lors qu'un attaquant arrive sur un système d'information, son objectif premier, ça sera toujours d'élever ses droits sur une machine sur laquelle il est présent. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez tous, hein, dès que vous êtes administrateur d'une machine, vous pouvez un peu installer l'ensemble des logiciels que vous souhaitez, vous pouvez contourner les protections qui sont mises en place, hein, que ce soit un antivirus ou autre. Il est possible de les contourner parce que derrière nous, on est administrateur de la machine en local. Et donc, on peut installer ce qu'on souhaite, désactiver ce qu'on souhaite, ou même carrément changer la configuration de l'ordinateur pour le prendre comme une machine de rebond pour par la suite se propager et aller compromettre d'autres ressources au sein d'un système d'information. Donc, et là, on a des solutions comme Laps. Laps est une solution qui est propre à Microsoft, qui, elle, permet d'avoir des droits d'administrateurs locaux, mais qui sont contrôlés, déjà avec des mots de passe forts, qui sont aléatoires et qui sont réinitialisés à chaque connexion de l'administrateur en local. Derrière, on a aussi l'hygiène informatique. Typiquement, est-ce que tout le monde est administrateur de sa machine? Est-ce que tous les utilisateurs d'une entreprise le sont ou pas? Est-ce qu'on a des utilisateurs qui, eux, sont administrateurs avec leur session pour la bureautique et pour l'utilisation au quotidien? Typiquement, on a une session sur son ordinateur. Et en fait, cette même session nous permet et d'installer des programmes, mais aussi de réaliser les actions du quotidien et du travail, envoyer des mails, aller regarder des choses sur Internet, etc. Donc ça, c'est l'hygiène informatique. Et en dernier, on a la priorisation de la sécurité. Donc c'est là où on introduit certaines règles à nos utilisateurs pour éviter les compromissions et aussi l'élévation des privilèges au sein d'une machine et au sein d'un système d'information. En troisième, si avec l'ensemble de ces recommandations, de ces bonnes pratiques qu'on a mis en place, on n'arrive pas à empêcher une compromission totale du système d'information, il faut prévoir le pire. Et à ce moment-là, on est sur une optique de comment reconstruire son système d'information après une destruction totale. Dans un premier temps, on a la mise en place de sauvegardes déconnectées du réseau ou sur des supports immuables. Ça, c'est vraiment, je pense, le prérequis que toute entreprise devrait avoir afin vraiment d'avoir une sécurité sur son système d'information, dans le sens que si on a des sauvegardes, en fait, même si l'ensemble du système d'information est détruit, on pourra repartir sous quelques jours. Et là où il faut vraiment être assez vigilant, c'est sur la partie déconnectée du réseau ou sur des supports immuables. Généralement, ce qu'on voit, c'est qu'au sein des entreprises, les supports, en tout cas, qui permettent de réaliser des sauvegardes où les sauvegardes sont stockées, sont généralement connectés au réseau. Et donc là, en fait, un attaquant pourra rebondir sur ce stockage-là pour supprimer les sauvegardes ou carrément les chiffrer. Et à ce moment-là, en fait, on se retrouve sans rien pour relancer le système d'information. Et c'est là où il faut vraiment bien avoir des sauvegardes qui sont totalement déconnectées du réseau, hein. Ça peut être des sauvegardes sur disque dur, sur des supports qui sont, eux, juste pas connectés complètement, donc des disques durs, des bandes ou autres, ou sur des supports immuables. Un support immuable, pour faire simple, c'est un support qui ne peut pas être modifié. En fait, c'est un type de fichier qui est immodifiable, que même un attaquant ne pourra pas compromettre, supprimer ou autre. On ne peut réaliser aucune action dessus. Et dès lors qu'on a ce type de sauvegarde-là, on est en capacité de pouvoir relancer un système d'information en reconstruisant l'entièreté de ce dernier à travers ces sauvegardes-là. C'est vraiment là le cœur pour prévoir le pire. C'est la solution numéro 1 et c'est celle où il faut mettre des fonds. Et je pense qu'on le voit sur pas mal d'entreprises. Dès lors que nous, on intervient et que
on voit en fait qu'un client ou un assuré n'a pas de sauvegarde déconnectée ou immuable, on sait que la reprise de l'activité sera lente parce que derrière, on aura du mal à reconstruire l'entièreté du système d'information. Alors que si on a des sauvegardes déconnectées ou des sauvegardes sur des supports immuables, l'arrêt de l'activité sera contenu sur une très courte durée. On parle de 1 ou 2 jours au lieu de 1 semaine, voire des mois pour la reprise de l'activité si on n'a pas des sauvegardes déconnectées ou immuables. Donc c'est là où vraiment j'apporte votre attention sur ce point-là. C'est le prérequis numéro 1 à avoir pour sauvegarder tout système d'information, vraiment pour éviter le pire. Et comme dit, pour faire simple, si vous voulez savoir si voilà, vos sauvegardes sont sécurisées ou pas, posez-vous la question, est-ce que, voilà, en tant que directeur informatique, vous pouvez supprimer les sauvegardes? Si la réponse est oui, c'est que l'attaquant pourra le faire aussi. Si la réponse est non, c'est que vos sauvegardes, elles seront sécurisées, et donc soit non accessibles sur le réseau, non modifiables, c'est le principe d'immuabilité, ou autre. Sur la partie Office 365, on a déjà eu des cas où un attaquant a réussi, par exemple, à compromettre le compte administrateur et par la suite, il y a eu une suppression totale de l'Office 365 de l'assuré. Les sauvegardes sont essentielles même pour la partie Office 365. C'est des choses à avoir. Mais d'habitude, voilà, un attaquant ne va pas aller viser ces espaces en ligne parce que ça reste du mailing, ça reste des SharePoint, donc des systèmes de partage de fichiers, etc. Lui, son but, ça sera vraiment de détruire le système d'information en dur, donc tout ce qui est serveur, tout ce qui est ordinateur, ERP, WMS, donc voilà, tous ces logiciels qui sont essentiels à la vie d'une entreprise. En deuxième, on a la formalisation et le fait de tester annuellement un plan de reprise d'activité avec un scénario d'incident cyber. Pour faire simple, en fait, c'est bien d'avoir des sauvegardes, mais derrière, si on ne sait pas les réutiliser pour remonter un système d'information ou si on a du mal à réutiliser ces supports-là pour remonter son système d'information, on perd en vélocité. Et là, au lieu de passer, par exemple, 1 ou 2 jours à restructure, on en passe et ça peut conduire à des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de marge brute, etc. Comme dit, la remédiation prend du temps. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un plan de reprise d'activité, un plan de continuité d'activité qui permettra de restaurer rapidement le système d'information. La plupart du temps, dans un PRA, on a plusieurs catégories. On a, dans un premier temps, la criticité. Typiquement, on va déterminer quels sont les actifs critiques dans le système d'information ou dans notre système d'information, ce qui nous permettra en fait de prioriser les actifs que l'on va remonter à travers les sauvegardes. Par la suite, on a la responsabilité. En fait, il faut vraiment avoir une liste des responsables pour chaque actif ou pour chaque, on va dire, périmètre. Par exemple, si je suis dans une entreprise qui a des machines industrielles ou quoi que ce soit, et par la suite, on a une partie bureautique, il faut bien nommer des responsables qui, eux, vont diriger les opérations, être le chef d'orchestre pour chacun de ces périmètres-là. Il faudra aussi avoir une idée de l'impact qu'un actif critique ou qu'un actif en général soit compromis. Typiquement, on a une différence. Si je vous parle d'Active Directory, je vous dis, l'Active Directory, s'il tombe, qu'est-ce qui se passe? Forcément, l'entièreté du système d'information va tomber. Donc, lui, en termes de criticité, il a une criticité élevée. L'impact sur cet actif-là sera lourd et aussi l'impact sur l'activité de l'entreprise salaud. Donc, c'est là où il faudra aussi déterminer pour chaque actif l'impact de sa non-disponibilité dans le système d'information. Ensuite, il faudra aussi déterminer la durée. La durée, c'est typiquement combien de temps il faudra pour remonter un serveur, remonter une machine ou quoi que ce soit. Et en dernier, le service minimum, en fait, c'est le mode dégradé dans un PRA. Typiquement, qu'est-ce qu'il faut remonter au plus vite pour qu'on puisse travailler en mode dégradé dans une entreprise ou quoi que ce soit. Donc voilà en tout cas les choses à prévoir et les choses à prévoir dans un plan de reprise d'activité, donc dans un PRA.
Et en dernier, si vous avez des prestataires, que vous avez un prestataire informatique qui vous fait la gestion de certains actifs ou autres, il faut que vous vous assurez du fait que vous avez contractualisé donc des SLA et des sauvegardes avec ce dernier. En fait, ce qu'on remarque généralement, c'est que il y a une confiance qui est mise entre le prestataire informatique, parce qu'il gère l'informatique de votre entreprise, etc., et vous, le client. Et généralement, en fait, on ne vérifie pas forcément ce que ce prestataire informatique a réellement mis en place et ce qu'il a réellement fait. Des fois, il peut vous dire, oui, j'ai des sauvegardes, mais au final, vous vous rendez compte, dès lors qu'il y a un sinistre, que ces sauvegardes-là, elles étaient par exemple connectées au réseau et non pas déconnectées comme il vous l'avait bien précisé, que ces sauvegardes-là, elles ne sont pas de qualité. En termes d'intégrité, elles ne peuvent pas être réutilisées ou autres. Et donc, ça peut engendrer pas mal de problèmes et même ça peut empirer certains sinistres. Donc, c'est là où il faut vraiment s'assurer que la gestion d'une partie de votre entreprise, elle est correctement protégée. Et comme dit, voilà, on a de nombreux sinistres qui, eux, ont eu lieu avec une perte totale des données, parce que la partie sauvegarde, soit elle n'était pas intégrée dans le contrat, soit elle n'était pas correctement faite, soit elle n'était pas aux normes de ce que votre prestataire informatique avait mentionné. Et en dernier, les prestataires informatiques, des fois, ils attendent plusieurs jours ou même plusieurs semaines avant d'intervenir parce que derrière, vous n'avez pas contractualisé un temps, on va dire, de réaction avec eux dès lors que vous avez un incident sur un des actifs qui est à sa main, qui est à sa gestion. Alors, un SLA, pour faire simple, ça veut dire donc, c'est un acronyme dans l'anglais qui veut dire Service Level Agreement. En fait, c'est un contrat qui définit le niveau de service attendu entre un fournisseur, donc là, votre prestataire informatique, et un client, donc vous. Et ça inclut typiquement des indicateurs de performance comme la disponibilité, le délai, mais aussi les pénalités en cas de non-respect de ce contrat qui est défini auparavant. Et donc, voilà, pour résumer et pour vous donner aussi un plan d'action, les bonnes pratiques donc, pour éviter une attaque, donc on vous les a un peu listées au fur et à mesure de cette présentation. On va aussi vous les donner par ordre de priorité. Donc, dans un premier temps, on a le premier pilier, c'est empêcher une intrusion. Donc, dans un premier temps, mettre en place double facteur d'authentification sur les mails et les accès à distance. Donc, quand on parle d'accès à distance, on parle de VPN, on parle aussi de logiciels de prise en main à distance. Je pense que vous connaissez TeamViewer, vous connaissez AnyDesk, des choses similaires qui permettent de prendre à distance la main sur une machine. Donc, vraiment, tous ces accès-là, il faut les sécuriser avec un second facteur d'authentification pour éviter que un attaquant, dès lors qu'il a compromis un compte et un mot de passe, puisse se connecter dessus. En deuxième, on a mettre à jour régulièrement l'ensemble des ressources exposées sur Internet, site web, accès à distance. Donc là, il faut vraiment être à jour sur les mises à jour qui sont à réaliser sur les actifs qui sont exposés sur Internet, parce que voilà, là, c'est la surface d'attaque sur laquelle un attaquant pourra tester des choses pour les compromettre. Et en dernier, forcer l'utilisation de mots de passe robustes et sensibiliser les utilisateurs face au risque de phishing. Donc, l'utilisation de mots de passe robustes, ça évite qu'un attaquant puisse découvrir un mot de passe facilement. Comme l'a déjà mentionné Emeric, des mots de passe simples, on peut rapidement les trouver, que ce soit AZERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, votre date de naissance, une ville, le lieu de naissance, votre nom, prénom, etc. Tout ça, il faut vraiment éviter de les mettre dans un mot de passe. Et en deuxième, sensibiliser les utilisateurs face au risque de phishing. Donc là, quand vous recevez un mail d'une personne que vous ne connaissez pas, ou même que ce soit par exemple un peu trop alléchant, j'ai envie de dire, on vous dit vous avez gagné sur Amazon un cadeau ou bien ou quoi que ce soit, ou même des mails de la part des services publics, que ce soit Amélie, que ce soit les impôts ou quoi que ce soit. Les attaquants, vraiment, ils usurpent l'ensemble de ces mails pour réaliser des campagnes de phishing. Donc, il faut vraiment être alerte à ce niveau-là. Donc, le deuxième pilier, empêcher une compromission totale. Donc, c'est là où il faut déployer un EDR.
manager. Donc, pour rappel, un EDR, c'est un antivirus boosté. Donc, il a plus de capacité qu'un antivirus et plus de performance que ce dernier. Manager derrière, ça veut dire qu'on a une équipe qui va surveiller les alertes qui sont remontées par cet outil-là sur l'ensemble des postes et des serveurs de l'entreprise. Donc, vraiment surveiller l'entièreté du parc informatique. On a sécurisé périodiquement l'Active Directory. Comme dit, l'Active Directory, c'est l'un des piliers centraux de tout système d'information. Donc, il faut vraiment sécuriser ce serveur-là. Et en dernier, donc limiter les droits d'administration sur les postes de travail, donc éviter que tout le monde soit administrateur de son propre ordinateur. Ça permet d'éviter des élévations de privilèges dès lors qu'un attaquant est entré dans le système d'information. Et en dernier, donc si on n'a pas évité l'intrusion et la compromission totale, donc on a la restauration de l'activité et des données. Donc comme dit, il faut avoir mis en place des sauvegardes déconnectées du réseau ou des sauvegardes sur des supports immuables. Ce sera des supports qui ne pourront pas être compromis par l'attaquant en cas de compromission totale et en cas d'intrusion. Donc on pourra relancer l'activité pour repartir. En deuxième, on a formalisé et testé annuellement un plan de reprise d'activité avec un scénario d'incident cyber. Donc là, comme dit, c'est bien d'avoir des sauvegardes, mais il faut savoir les utiliser, prioriser quel actif on va remonter, quel actif on va reconstruire avec ces sauvegardes. Et en dernier, on a la partie SLA, donc contractualisation des délais de réponse de la part, par exemple, de votre prestataire informatique, voir s'il a mis en place des sauvegardes, etc. Donc voilà, en tout cas, les bonnes pratiques à avoir pour éviter une attaque cyber. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, la parole est à vous. Je disais dans le chat beaucoup de questions concernant des notions très techniques. Qu'est-ce qu'un EDR, qu'est-ce qu'un Active Directory? Tu y as pas mal répondu à Youb. J'ai essayé de te compléter dans le chat. Est-ce qu'il y a des notions très précises sur lesquelles vous aimeriez qu'on revienne et qu'on approfondisse ce sujet? Alors, je comprends pas, Sonia, votre question concernant est-ce que nous aurons le support. Si vous parlez du support de présentation, c'est enregistré actuellement. Donc, vous aurez le replay, oui. Alors, je vais me permettre de répondre sur comment mettre en place la double authentification. Alors, tout dépend de l'application que vous utilisez. Hein. C'est là où c'est l'application qui vous offre différentes méthodes de double authentification. Généralement, ce qu'on voit, c'est soit une double authentification à travers une application sur téléphone. Hein. Vous avez des applications comme Google Authentificator, Microsoft Authentificator ou autres. Tout ça, c'est des applications qui vous permettent de mettre en place la double authentification. Après, voilà, la double authentification, tout dépend de l'application sur laquelle vous souhaitez la mettre, en tout cas. Elle vous offre différentes options. Comme dit, vous avez soit par application, soit par SMS, soit par email, soit à travers des clés, des certificats, etc. Donc, tout dépend de l'application. Par exemple, avec AnyDesk, généralement, si alors je ne connais pas typiquement la configuration totale d'AnyDesk, mais en fait, on a des moyens pour limiter pour limiter en tout cas soit pas la mise en place, mais en tout cas limiter l'authentification sur AnyDesk. Déjà, AnyDesk, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une double validation, dans le sens que si moi je demande à avoir accès à l'ordinateur de quelqu'un à distance, il faudra forcément que la personne en face soit aussi connectée et qu'elle valide la connexion que je suis en train de réaliser. Donc déjà, il y a ce système il faut que les deux personnes soient devant l'ordinateur, que les deux personnes activent la connexion et que la connexion soit validée entre les deux. La plupart du temps, nous, on évite d'utiliser AnyDesk. C'est ce qu'on conseille. Éviter d'utiliser AnyDesk, c'est assez
Enfin, c'est en tout cas la recommandation. Mais derrière, s'il y a une utilité à utiliser ce type de logiciel, il faut passer par une solution qu'on appelle un bastion. Typiquement, c'est une machine de rebond sur laquelle l'authentification sera, elle, mise en place avec de la double authentification, donc du MFA. Ayoub, on a beaucoup de questions concernant les gestionnaires de mots de passe, sur comment ça fonctionne, est-ce que tu as des recommandations, est-ce que c'est entre guillemets une fin en soi et extrêmement fiable? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, il y a plusieurs gestionnaires de mots de passe. Je vais en citer quelques-uns qui passent. Par exemple, c'est un gestionnaire de mots de passe qui est open source, qui est gratuit, qui est peut-être utilisé par tout le monde. Quelque chose aussi qui est recommandé par l'ANSSI. Typiquement, l'avantage d'un gestionnaire de mots de passe, euh, vous avez besoin de connaître qu'un seul mot de passe pour accéder à votre base de données qui contient l'ensemble de vos mots de passe. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de l'ensemble de vos mots de passe. Et en fait, il y a besoin d'avoir qu'un seul mot de passe qui soit très robuste. Dès lors que vous avez votre premier mot de passe qui est robuste, à l'intérieur de votre gestionnaire de mots de passe, bien sûr, vous aurez l'ensemble de vos comptes avec des mots de passe qui sont générés totalement aléatoires. Vous n'avez pas besoin de vous en rappeler. Et c'est là où est l'avantage d'un gestionnaire de mots de passe. Une fois que vous en avez un qui est robuste, c'est lui que vous utiliserez pour avoir accès à votre gestionnaire de mots de passe. Alors, le nom du gestionnaire de mots de passe, je vais le mettre sur le chat qui passe. Hop là. C'est donc l'un des gestionnaires de mots de passe qui est open source gratuit qui peut être utilisé par tout le monde. Vous pouvez donc voilà, créer vos utilisateurs, vos mots de passe, etc. avec ce dernier. Vous en avez d'autres qui permettent d'avoir une intégration directement sur votre navigateur aussi, donc qui vous permettent directement d'avoir vos mots de passe sur le navigateur. Vous avez par exemple Dashlane. Vous avez vraiment une multitude de solutions qui peuvent être utilisées. Et donc, juste pour la protection des mots de passe sur l'ensemble de ces solutions-là, en fait, c'est simple. Derrière, comme dit, vous avez une base de mots de passe qui est chiffrée. En fait, pour la déchiffrer, vous pouvez le réaliser qu'avec votre propre mot de passe. Donc, c'est le mot de passe initial que vous avez configuré pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe. Donc, derrière, même si un attaquant arrive à récupérer, par exemple, le fichier ou une base de mots de passe chiffrés, derrière, il ne pourra jamais accéder à vos mots de passe, même s'il a récupéré en tout cas cette base. On a plusieurs questions également sur, c'est assez technique, comment en parler justement avec ce niveau de technique, avec vos interlocuteurs, je pense RSI, DSI, RSSI, prestataire informatique équivalent. Et également des questions sur comment est-ce que nous on se démarque par rapport à un assureur, j'ai envie de dire, traditionnel qui est focalisé sur la partie indemnisation. Ma réponse va répondre à tous ces points. C'est n'en parlez pas tout de suite directement si vous n'êtes pas à l'aise avec la notion technique. Votre métier, c'est de parler d'assurance, c'est d'expliquer justement et de faire les comparaisons assurantielles, de garantie avec pour vos clients qui connaissent pas du tout le sujet. C'est ça la valeur que vous allez leur apporter. C'est de parler aussi de quantification du risque, de parler avec un DAF pour lui faire prendre conscience que y a un risque, que ce risque il peut avoir des conséquences sur ses investissements, sur ses futurs emprunts auprès de la banque, sur des achats, des acquisitions, même juste sur son besoin en fonds de roulement. Pour la partie technique, si vous n'êtes pas à l'aise dans un premier temps, faites appel à nos experts cyber. Vous avez à chaque fois sur votre espace stoïque accès sur la droite des projets à un calendrier qui vous permet de prendre rendez-vous directement avec un expert cyber dont le métier n'est pas de vendre spécifiquement stoïque, mais de vendre le risque cyber et de parler technique, valider les conditions techniques avec vos prospects. Assistez à ces rendez-vous et ça va vous permettre assez rapidement de voir qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement et jusqu'à ce que vous soyez suffisamment à l'aise pour aborder les sujets vous-même. Donc faites appel à eux, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour parler avec un DSI de technique dans un premier temps. Et du coup, ça fait aussi partie de ce qui nous différencie, c'est d'avoir cette technicité en interne, que ce soit sur ces personnes en avant-vente, que ce soit sur les ingénieurs. Je voyais une question aussi sur les PRA, plan de reprise d'activité. On a des modèles et on peut aussi donner quelques conseils de partenaires, de procédures, de comment borner un petit peu la création de tous ces sujets via nos ingénieurs. Ce qui nous différencie stoïque pour finir de répondre à cette question, c'est d'avoir cette technicité en interne qui permet de venir en avant-vente, apporter plus de technicité, ou vous aider en tout cas vos courtiers à communiquer avec vos interlocuteurs plutôt techniques et pas simplement le DAF, le dirigeant et autres. De mettre à disposition des outils de cybersécurité qui vont permettre à vos assurés d'être moins cyberattaqués.
et du coup d'apporter ce surplus de valeur en plus de la couverture d'assurance et d'avoir une prise en charge qui est totale directement par Stoic, par Ayoub et ses équipes en cas de réponse à un incident, en cas de sinistre, pour venir avoir des experts qui vont travailler sur le sujet. Dashlane qui passe sont de très bons outils. L'enregistrement des mots de passe via Apple. En fin de compte, si vous voulez, là, à chaque fois sur les gestionnaires de mots de passe ou quand vous enregistrez dans Google, dans Apple, la finalité est la même. C'est qu'à chaque fois, c'est bien vous aider à ne pas retenir l'intégralité de vos mots de passe et donc d'avoir des mots de passe robustes et différents. La faille est toujours la même. C'est que si ce logiciel ou cet outil ou cette société sur laquelle vous vous appuyez est compromise, bah, potentiellement, vos données peuvent être compromises. Donc après, c'est toujours un petit peu le jeu de la malchance d'avoir l'outil qu'on utilise qui est compromis parce que ça arrive pour toutes les sociétés de finir par l'être. Ayoub, on a une question sur la partie plutôt réponse à incident. Euh, La question est combien de sinistres simultanés est-ce qu'on serait capable de gérer? Je pense que si on étend un petit peu la question, c'est de dire on a une dizaine d'ingénieurs sur lesquels on communique. Quid d'avoir un risque systémique et donc beaucoup de sinistres qui se déclencheraient en même temps? Comment est-ce que avec l'équipe vous arriveriez à gérer ça? En fait, nous, dans l'équipe, on a, on va dire, un système de priorisation en fonction de l'incident et en fonction de l'impact que ça a sur nos assurés ou quoi que ce soit. Typiquement, ce qu'il faut savoir, sans surprise, on peut avoir différents incidents. Ça peut aller d'une fraude au virement, ça peut aller jusqu'à une compromission d'une boîte mail, jusqu'à un rançon logiciel, qui est vraiment le pire des cas. En fait, vraiment, on a une priorisation par rapport à la typologie de l'incident. Donc voir là où on a besoin de mettre plus de ressources que d'autres, ou sur d'autres incidents, on peut rapidement contenir l'attaque et par la suite faire l'investigation dès lors qu'on a plus de temps. Donc voilà, c'est pour reprendre par exemple le cas de risque systémique ou quoi que ce soit, on a une gestion par priorisation qui nous permet d'être le plus efficace possible en cas dès lors qu'on a plusieurs incidents en parallèle ou simultanément, ce qui nous permet de réaliser une bonne gestion et au final de bien contrôler et de circonscrire, on va dire, l'ensemble des attaques lorsqu'elles arrivent. Alors, Daniel, je ne sais pas ce que signifie CTX. Ah, contentieux. Combien est-ce qu'on a de sinistres finalement, si on étend? Bah, peut-être Ayoub, je peux te laisser communiquer ce qui n'est pas confidentiel sur notamment, je pense, le volume de sinistres ces derniers mois et peut-être un petit mot aussi sur l'intensité qui s'accroît ces derniers temps. Alors, est-ce que je pourrais donner un nombre? Je pense au nombre de sinistres, non, mais je pourrais vous donner en tout cas sur la fréquence. Par exemple, ces derniers mois, on a vu une augmentation en tout cas du nombre d'incidents euh, qui sont en train d'arriver. Pour une raison simple, on arrive sur la période de fin d'année avec les fêtes, etc. Et les attaquants le savent très bien que c'est une période pendant lesquelles les entreprises font le plus de chiffre d'affaires. Pour certaines, hein, c'est là où c'est le plus gros de l'activité. Donc là, vraiment, on a une recrudescence des attaques, que ce soit des fraudes au virement ou quoi que ce soit. On voit que les attaquants sont de plus en plus actifs. Est-ce que derrière, ils arrivent à compromettre des systèmes d'information? Pas forcément. Est-ce qu'ils arrivent à compromettre des boîtes mail, etc.? Pas forcément. Et c'est là où vraiment la sécurité et ce qui a été mis en place en amont permet de contenir, on va dire, le nombre d'attaques qui sont en train d'arriver actuellement. Alors, pour la partie, pouvons-nous déceler le changement de RIB dans les mails? Donc, Nathalie, vous posez cette question-là. Euh, pour vous donner une idée,
Quand on a un incident avec une fraude au virement ou quoi que ce soit, tout dépend de comment ça s'est passé. Donc, typiquement, la plupart du temps, ça arrive à travers des mails. En fait, il faut vraiment remonter sur l'ensemble du fil du mail pour voir au fur et à mesure là où ben, le comptable piégé a reçu soit une mauvaise pièce jointe, soit on a eu l'introduction de l'attaquant dans les communications, soit on a eu carrément une compromission d'une boîte mail. Et en fait, au fur et à mesure des échanges, à un moment précis, on voit qu'une pièce jointe modifiée a été envoyée par l'attaquant. Tout ça, on a des outils derrière qui nous permettent de voir si une pièce jointe, si un fichier PDF ou quoi que ce soit a été modifié avec un logiciel, etc. Donc, on a une idée à un moment précis ou même une date des fois de l'introduction de l'attaquant pour la modification des pièces jointes. J'attends de voir, Ayoub, si nous avons une dernière question qui arrive dans le chat. Et sinon, 11h51, on va pouvoir terminer cette présentation. Guillaume, dès lors que vous êtes sur le site principal de KeePass, je pense que ce sont des différents domaines, mais pour la même société, à moins qu'il y ait quelques spécificités, vous pourrez, euh, vous pourrez suivre justement, vous connecter, créer un compte sans problème. Merci à tous d'avoir assisté du coup à ce webinaire ce matin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis en espérant vous voir prochainement dans les études de fin d'année. Puis je vous souhaite bon courage aussi. Je sais que c'est la période de rush de votre côté avec tous les renouvellements. Donc au plaisir de pouvoir échanger dans les prochains jours. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous, merci à vous.